Bonjour à toutes et à tous. Pour la suite, on va parler de prévention, ou plutôt de promotion de la santé, mais de comment les stéréotypes de genre et d'autres catégories sociales vont influencer les représentations et des professionnels et du public avant qu'il y ait contamination, et dans ce qu'on peut mettre en place en termes de prévention combinée pour éviter les contaminations. On va un peu être en mode entonnoir, si je puis me permettre, puisque Hippolyte Regnault va nous présenter la manière dont les normes, donc tout ce qui est vu comme acceptable, normal, tout ce qui est invisible finalement, vient influencer au niveau des laboratoires pharmaceutiques la construction, l'élaboration notamment de la PrEP, des ARV en général, mais notamment la PrEP. Sarah Demar nous parlera notamment de l'ignorance et de comment elle vient des professionnels et comment ça va s'entretenir avec le public, en croisant aussi là, les caractéristiques femmes avec d'autres socialement construites. Et Lola Lévy nous parlera de son expérience de médiatrice en santé au sein de Cabiria, qui est une association communautaire de travail du sexe qui travaille en Rhône-Alpes. Et tu nous parleras notamment de comment les politiques de santé publique viennent influencer au quotidien la question des contaminations, mais aussi du travail sur le terrain. Et puis, chaque intervention durera à peu près 15 minutes et on aura un temps d'échange ensemble et avec vous pour faire le pont vraiment avec les vécus et les pratiques professionnelles. Vous pouvez venir ici ou rester à table selon ce que vous préférez. Bonjour à toutes et tous. Merci Caroline pour cette introduction et merci beaucoup aux membres d'Action Traitement de me permettre de vous présenter mes travaux aujourd'hui. Je suis ravi de pouvoir siéger à ce panel. Voilà, je m'appelle Hippolyte Regnault, je suis doctorant en sciences politiques, rattaché à l'IRISO à Paris et puis au CESTIM à Marseille, là où je vis. Je m'intéresse aux innovations biomédicales de prévention du VIH au prisme des rapports sociaux de sexe, de genre, de sexualité. Et mes recherches sont financées depuis avril 2022 par l'ANRS-MIE. Ça fait donc à peu près 1 an et demi que j'ai commencé cette thèse qui n'est pas finie du coup. Et puis avant la thèse, je travaillais avec l'équipe du projet Facettes, un projet de recherche-action mené auprès de femmes travailleuses du sexe immigrées à Marseille, cis et trans, et à qui, dans le cadre du projet, était notamment proposé de démarrer une PrEP. Qu'est-ce que je peux ajouter ? Enfin, moi, je suis moi-même usager du médicament depuis l'AMM, à quelques mois près. Alors depuis l'AMM, justement, la PrEP a eu le temps de changer, elle est maintenant génériquée à 99%. Les médecins de ville sont autorisés à initier les prescriptions, et puis aujourd'hui, on voit se profiler à l'horizon l'arrivée de nouvelles molécules, de nouvelles galéniques, je pense aux injectables, long-acting, anovaginaux. Bref, ça fait maintenant plus de 7 ans que la PrEP existe, que l'on vit avec, mais malgré le temps qui passe, elle peine à se déployer au-delà des hommes cisgenres, gays, citadins, blancs, relativement aisés. Elle peine à se déployer notamment auprès des femmes cisgenres et des personnes trans, hommes, femmes, non-binaires. C'est des groupes pourtant dans lesquels le nombre de nouvelles infections demeure très élevé. Alors, par souci de temps et de clarté, je vais avoir moins le temps là aujourd'hui de distinguer selon les rapports sociaux de race, genre, nationalité, mais je pense qu'on pourra les aborder dans le cadre des échanges. N'hésitez pas à me poser des questions si vous semble que ça manque. Mais voilà, petit rappel chiffré, ça a été dit tout à l'heure, les stats produites par le groupe Epiphar, elles montrent que les femmes cis, elles représentent seulement 4% des personnes ayant initié une PrEP au premier semestre de l'année 2022, 4% alors même qu'elles comptabilisent cette même année, selon Santé publique France, environ 29% des nouvelles infections au VIH, donc l'écart n'est pas des moindres. En ce qui concerne les personnes trans, le constat est sensiblement le même, à ceci près qu'on ne connaît pas la part exacte qu'elles représentent parmi les utilisateurs et utilisatrices de la PrEP, puisque ces données n'existent pas, alors c'est déjà un gros problème en soi. On peut tenter d'approximer au regard de la cohorte ANRS Prévenir, où en 2021, les personnes trans représentaient 0,5% des participantes et participants, mais bon, je trouve que c'est un proxy assez peu satisfaisant, notamment parce qu'on ne sait pas si ces personnes sont des femmes, des hommes, des personnes non-binaires. Et ce qui rappelle simplement que de manière générale, l'invisibilisation des personnes trans
Dans les enquêtes statistiques, elle se décline sur plusieurs modes. Premièrement, et à raison car souvent sur et mal enquêtées, beaucoup de personnes trans se retrouvent aujourd'hui en situation de défiance vis-à-vis de la recherche. Qui plus est, les méthodologies de recueil de données concernant l'identité de genre et le sexe assigné à la naissance ont du mal à évoluer vers un standard qui permette de renseigner de manière respectueuse l'identité de genre des personnes trans. Alors ça a été maintenant particulièrement bien documenté. On sait maintenant dans les recherches sur le VIH-Sida que les personnes trans féminines, elles sont régulièrement agrégées aux personnes cisgenres masculines dans les données. Et puis enfin, dans les recherches qualitatives, on a montré récemment que les hommes trans passaient régulièrement pour cisgenres auprès des médecins qui prescrivent la PrEP, ce qui implique généralement que ne soit pas renseigné leur identité de genre correctement dans le cadre des enquêtes. Moi, je pense notamment aux travaux de Clark Pinedoli et de Paul Rivest. Ces dynamiques d'invisibilisation dans les données, elles ont bien sûr des répercussions politiques concrètes, puisqu'elles freinent l'alimentation de plaidoyers, l'obtention de financement pour la recherche. Et c'est important de le rappeler parce que si on manque certes de données sur l'usage de la PrEP chez les personnes trans, on connaît bien en revanche les risques auxquels ces personnes sont exposées. Je pense à une méta-analyse de 2021 qui, à l'échelle globale, montrait que les femmes trans avaient 66 fois plus de risques de contracter le VIH par rapport à la population générale. Les hommes trans, eux, 7 fois plus de risques. Voilà donc pour un rapide constat établi au prisme du genre, un constat qui signale l'intérêt d'investir la question des inégalités genrées de recours à la PrEP et qui invite d'ores et déjà à poser cette question au regard de la place qui est faite aux femmes cis et aux autres minorités de genre dans la production des savoirs. Donc pour la dizaine de minutes qui m'est encore accordée, je propose donc de dresser les bilans d'1 an et demi de recherche doctorale qui prennent pour l'objet, vous l'aurez compris, le genre de la PrEP. Alors ces recherches, elles s'appuient pour le moment sur un corpus d'entretiens semi-directifs qui sont menés auprès d'acteuristes clés du développement de la PrEP en France, donc aussi bien des groupes pharmaceutiques que des cliniciens, cliniciennes, des associations d'usagers et d'usagères, des chercheuses en sciences dites fondamentales, en santé publique, et des institutionnels. Et puis pour donner une idée du reste de la thèse, elle devrait s'articuler autour de deux autres axes de recherche. L'un s'intéresse aux dynamiques de la relation médicale et s'appuie en majeure partie sur l'observation de consultations PrEP. L'autre s'intéresse aux pratiques individuelles des usagères et usagers du médicament et repose donc sur la conduite d'entretiens semi-directifs avec des personnes sous PrEP. Mais bon, maintenant, parlons plutôt du sujet en tant que tel. Interroger le genre de la PrEP, c'est une formulation qui peut interpeller. À quoi est-ce que ça correspond dans la pratique? À quelles interrogations de sciences sociales ça peut renvoyer? Pour préciser ça, il faut revenir sur ce qui fait la spécificité de cet objet de recherche, la spécificité de la PrEP par rapport à d'autres médicaments. Regardons par exemple ce que les chercheuses en sciences sociales ayant articulé genre et médicaments ont fait jusqu'ici. Et elles ont traité un champ relativement large de questions. Par exemple, ont été particulièrement documentés les processus sociaux ayant permis et structuré la circulation des traitements hormonaux, des médicaments psychothérapeutiques. A aussi été documenté le rôle joué par certains mouvements féministes dans la conception puis l'accueil et ou le rejet de certains autres médicaments. Mais de manière générale, les concepts issus de ces travaux, ils semblent caractériser de la même façon les multiples modalités via lesquelles les médicaments peuvent être genrés. Ils montrent bien comment leur conception, leur commercialisation, leurs usages, prescriptions sont des phénomènes que le genre structure. Mais il me semble ici que peut se noyer ce qui fait la spécificité de l'objet de recherche PrEP et de certains autres médicaments qui se distinguent du point de vue du genre. Je m'explique, ces médicaments, ils ont en commun le fait que leur prescription et ou leur utilisation soient restreintes, plus ou moins, à un groupe de genre. Alors de manière évidente, c'est le cas des traitements hormonaux d'affirmation de genre, des contraceptifs, des médicaments qui traitent la dysfonction érectile, et de manière moins évidente car moins stricte, c'est aussi le cas du Prozac, surprescrit auprès des femmes cis lorsque sa commercialisation explose aux États-Unis. Et c'est finalement bien le cas de la PrEP, qui comptabilise plus de 95% d'utilisateurs, là où son utilisation est, dans certaines mesures, supposée ouverte à tous. Voilà peut-être ce qui fait la spécificité de ces médicaments et donc de la PrEP. Je pense que, comme je le disais à l'instant, elle participe à la production de catégories d'identification et de classement des personnes en fonction de leur corps, de leurs désirs, de leur genre. Et de là, on peut faire l'hypothèse que la PrEP, avec du moins au même titre que ces médicaments, soutient, réactualise l'ordre du genre, puisque ces derniers, le genre, repose avant tout sur la bicatégorisation et la hiérarchisation des personnes par sexe. Dans cette perspective, interroger le genre des médicaments, c'est donc non seulement questionner ce que le genre fait aux médicaments, la façon dont le rapport social de genre modifie les effets des pratiques de conception, de commercialisation, de prescription et d'usage des traitements médicamenteux, mais c'est aussi interroger ce que les médicaments font au genre, leur rôle dans l'actualisation de ce système de catégorisation et de hiérarchisation des individus. Je vous donne tout de suite un exemple de ce que la PrEP peut faire au genre en regardant cette restriction d'utilisation assez particulière.
Les personnes assignées femmes à la naissance, qu'elles aient transitionné ou non par la suite, elles ne peuvent pas bénéficier d'un schéma de prise à la demande en discontinu, dont l'efficacité a été prouvée par l'essai clinique Hypergay en 2015. Elles ne le peuvent pas alors que c'est le cas des personnes assignées hommes. Pour être plus précis, à l'exception d'un de mes enquêtés, les personnes susceptibles d'avoir des relations vaginales réceptives n'accèdent pas à la PrEP en discontinu. C'est-à-dire que lorsqu'elles souhaitent prendre la PrEP, elles doivent la prendre tous les jours, sans interruption, et au moins 7 jours avant d'être protégées efficacement. C'est un seuil qui était fixé à 21 jours avant. Les personnes assignées hommes, elles, peuvent être protégées par la prise de 2 comprimés du médicament, au moins 2 heures avant le rapport, et peuvent donc interrompre leur traitement au besoin. Cette restriction d'utilisation, selon le groupe de sexe, elle est pour l'instant justifiée parce que le discours biomédical désigne comme la biodisponibilité des molécules du médicament dans les muqueuses vaginales, qui serait moindre comparée à celle effective dans les muqueuses péniennes et anales. Or, cette différence, uniquement testée sur des macaques, elle retarderait l'absorption du médicament dans les corps assignés femmes et leur interdirait, in fine, la prise en discontinu. Toutefois, l'efficacité d'un schéma de prise à la demande chez ce groupe de sexe n'a pas été testée dans le cadre d'un essai clinique. Cela met en évidence 2 choses. Premièrement, que les femmes cis et les personnes trans ne sont pas ou très peu incluses dans le développement des innovations biomédicales de prévention du VIH. Deuxièmement, que ces conditions de production des savoirs, elles semblent avoir des effets, 1, sur le recours à la PrEP. Le fait de ne pas pouvoir adapter le schéma de prise à sa sexualité, c'est quand même relativement contraignant. Et 2, des effets sur l'ordre du genre. Ça vient par exemple réaffirmer l'image sociale documentée en histoire de la santé, selon laquelle le corps assigné femme à la naissance serait moins performant que les autres. Ces effets sur l'ordre du genre, ils sont peut-être d'autant plus interpellants au regard des résultats d'études qui prenaient pour objet les interactions médicamenteuses entre la PrEP et les traitements hormonaux d'affirmation de genre dits féminisants. Études qui démontrent chez les femmes trans sous traitement hormonal une réduction du taux de rétention de la PrEP dans le sang. La significativité de ces résultats doit encore être démontrée dans le cadre d'études cliniques de plus grande envergure, mais pour l'instant, dans le doute, les femmes trans sous traitement hormonal ne peuvent donc plus bénéficier d'un schéma de prise à la demande. Ce n'était pas tout à fait le cas avant que les résultats de ces études soient pris en compte. Les recommandations du groupe d'experts de 2018, elles faisaient notamment l'amalgame entre les HSH6 et les femmes trans, et rapportaient que ces 2 groupes pouvaient initier la PrEP à la demande. On voit donc que les recommandations d'utilisation du médicament sont, 1, éditées sur la base de faits qui sont érigés en vérité scientifique, immuable, ancrés dans l'observation d'un biologique qui serait univoque, là où en réalité, en fait, on n'a pas encore mené assez de recherches. Et 2, on voit aussi que ces recommandations, elles peuvent avoir des effets sur la manière dont on catégorise les individus, la manière dont on trace la frontière entre les groupes de sexe, ici selon le type de muqueuse génitale, donc le sexe phénotypique, ou bien selon le taux d'œstrogène dans le sang, le sexe hormonal. C'est au regard de ces 2 éléments que j'ai d'abord initié mon enquête auprès des acteurs et actrices clés du développement de la PrEP en France. Comment expliquer l'ignorance scientifique relative qui caractérise cette restriction d'utilisation spécifique? Et puis, quelles conséquences est-ce que ça peut avoir sur la hiérarchisation des individus dans les politiques publiques de prévention du VIH? Il me semble qu'un premier élément de réponse peut se trouver du côté des industriels, notamment car dans la production des savoirs relatifs à la prévention du VIH, il et elle se trouvent en position d'orienter la manière dont sont produites les connaissances. Quelques éléments de langage assez intéressants peuvent nous renseigner sur cette logique. Je cite notamment une personne, membre de l'un des groupes pharmaceutiques enquêtés, qui me rapportait au sujet de son poste, je cite, « Donc une partie de notre travail, c'est ce qu'on appelle le lobbying, c'est du lobbying vertueux, parce qu'on est là dans un intérêt commun qui est l'intérêt du patient, c'est de permettre aux patients d'accéder à nos molécules. » Je réponds un peu après, la plupart des gens ont d'habitude tendance à penser que les groupes pharmaceutiques, c'est plutôt l'inverse, faire accéder les molécules aux patients. Mais là, vous êtes au-delà du produit de vente. Elle me répond au final, on ne parle pas de produit, on ne parle de tout sauf de produit, on parle d'environnement, d'accès à l'information, d'accès à l'innovation, mais on ne fait pas de promotion des médicaments, pas du tout. Notre objectif, c'est de rendre les choses possibles en créant des environnements. Alors cet extrait d'entretien, il nous encourage à appréhender la PrEP non pas comme un simple objet biomédical, mais comme un instrument susceptible de mettre en rapport un certain nombre d'actrices dans un environnement, dans une configuration, un instrument dont l'efficacité même tiendrait à sa capacité à aligner les actrices de la configuration autour d'une solution à un problème. Aujourd'hui, là où les actrices de la lutte contre le VIH s'accordent pour définir comme l'une des priorités l'élargissement de l'accès à la PrEP, c'est pour ça qu'on est là en partie, il n'est pas anodin que la quasi-totalité d'entre elles et eux s'alignent autour d'une seule et unique solution, une solution qui reste de l'ordre de la promesse, celle que de nouvelles molécules injectables, long-acting notamment, viennent changer la donne en éliminant la contrainte de l'observance quotidienne et ininterrompue du traitement. Dans notre cas, il semble que ce travail de configuration se soit fait et continue de se faire sur le terrain de la production de savoirs scientifiques autour de la PrEP. Il repose en premier lieu sur le fait de faire reconnaître de la PrEP, l'obsolescence de la PrEP telle qu'elle existe sous sa forme actuelle.
En sciences sociales, il y a de nombreux travaux qui ont maintenant montré que l'ignorance, elle n'était jamais simplement une absence de savoir, un trou dans la connaissance, mais qu'elle était plutôt produite, située à l'intersection de nombreux rapports sociaux. Et il me semble ici que l'obsolescence de la PrEP, elle repose sur le maintien d'une ignorance relative en bio et en pharmacologie à propos du fonctionnement sexuel du médicament. La PrEP orale étant génériquée à 99%, il n'y a effectivement pas d'intérêt commercial à faire sauter les restrictions d'utilisation sexuée du schéma de prise à la demande. Je le disais plus haut, ce travail de configuration il semble déjà bien abouti. Les acteurs et actrices clés du développement de la PrEP, industriels, chercheuses, associations d'usagères, tout le monde s'accorde pour dire que quasiment seuls les injectables seront susceptibles d'ouvrir l'usage de la PrEP au-delà des hommes gays, cis, blancs, citadins, aisés. Je peux reprendre les mots de l'employé du groupe dont je vous parlais tout à l'heure, qui disait par ailleurs que le dernier vrai rempart à l'avènement de ces médicaments injectables était l'accès à la PrEP, et de l'accès à la PrEP pour tous, c'était la négociation du prix qui s'annonce exorbitant auprès des agences de régulation. Elle reconnaît, je cite, qu'il faudra que le labo accepte de mordre un peu moins fort. Alors en fin de compte, lorsqu'on s'interroge sur les raisons ayant entraîné l'exclusion des femmes cis et des personnes trans de la configuration PrEP, ce à quoi je m'attelais initialement, la question qui semble être posée aujourd'hui, c'est littéralement à quel prix peut-on les y faire rentrer ? Il y a un rapport du cabinet de conseil McKinsey aux États-Unis qui a été publié cette année au sujet de la santé des femmes, qui me semble donne quelques éléments de réponse à cette question. Je cite, « La santé et le soin des femmes ouvrent des opportunités énormes de création de valeur. » Voilà, pour conclure, je voudrais juste préciser que ce travail n'a pas vocation à dire de manière normative, développer la PrEP ainsi, c'est bien, c'est pas bien. Il s'agit simplement de s'interroger sur les mécanismes qui permettent et qui expliquent que la PrEP en soit là où elle en est aujourd'hui, c'est-à-dire une situation d'inégalité de recours très forte, notamment au regard des rapports sociaux de genre, et dont la résolution semble aujourd'hui ne pouvoir reposer que sur une seule unique solution, une promesse, qui est celle de nouvelles molécules et de nouvelles galéniques. Alors moi, en tant qu'usager de la PrEP, je trouve ça absolument génial qu'on puisse se projeter dans un monde où il serait possible de se protéger avec une injection tous les 2 mois, 6 mois, qui plus est qu'on puisse se faire l'injection soi-même en sous-cutané. Mais en tant que chercheur, je me demande quelles conséquences ça a sur le sexe et le genre en tant que système de normes, sur la manière dont les politiques de santé publique catégorisent et trient les personnes en fonction de leur sexe et de leur identité de genre, sur la manière dont on facilite l'accès ou non à des instruments de santé publique aussi importants que la PrEP, sur la manière dont on inclut ou on exclut des personnes de la citoyenneté thérapeutique en fonction de leur corps, de leur genre, de leur désir. Je pense qu'aujourd'hui, interroger le genre de la PrEP, c'est aussi questionner en quoi le modèle du développement de ce médicament il peut exploiter les inégalités de genre, notamment à des fins commerciales et régulatoires, en ignorant totalement le fait que ce modèle il puisse contribuer à graver dans le marbre des différences biologiques entre les groupes de sexe, là où en fait il n'y a pas de consensus scientifique. Et peut-être une dernière chose avant de terminer, de laisser la parole. Je voudrais rappeler ici qu'il ne s'agit pas d'extraire le genre d'autres rapports sociaux, notamment de race, classe, âge, nationalité. Ça serait de toute façon impossible. C'est plutôt au contraire d'adopter la focale genre pour renouveler la manière qu'on a d'approcher les inégalités de recours à la PrEP. Alors jusqu'ici, la littérature elle a privilégié des approches dites populationnelles, axées sur des facteurs de risque prédéfinis. Pratiquer le travail du sexe, être né dans certaines régions à haut taux de prévalence, s'injecter des drogues, etc. Privilégier des approches populationnelles, donc au détriment d'approches en termes de rapports sociaux, en particulier ceux de genre. Et c'est vrai qu'au sens de ces approches populationnelles, il n'y a pas vraiment d'intérêt à étudier des populations dans lesquelles les taux de nouvelles contaminations sont bas. Et je me demande du coup, on ne peut que s'étonner devant l'absence, que ce soit des femmes cis hétéros ou homosexuelles, devant l'absence des hommes trans de la plupart des enquêtes. Je pense qu'on peut garder en tête que les catégories épidémiologiques qu'on utilise, elles sont dans un sens assez violentes parce qu'elles invisibilisent et elles aliènent les personnes, premièrement, qui en font partie, parce qu'elles les résument généralement aux facteurs de risque qui les rendent à risque de contracter le VIH, et puis elles aliènent et elles font violence aux personnes qui sont exclues de ces catégories et dont on ne s'occupe pas. Je pense que c'est une question intéressante de se dire est-ce qu'on peut vraiment faire avancer la santé des femmes et des minorités de genre en laissant certains des groupes qui en font partie dans l'ombre des recherches, l'ombre des médicaments. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Action Traitement pour l'invitation.
pour cette journée et aussi pour avoir si bien pensé le programme qui permet, je trouve, intervention après intervention, de produire un discours qui me semble aller dans la même direction. Et donc, vraiment, dans la suite de ce qui a été dit ce matin et juste à l'instant, je voudrais proposer un petit déplacement pour aborder la question de la PrEP et des femmes. Donc, pas seulement parce que mes recherches sont situées en Belgique, mais aussi parce que ce qui m'intéresse, c'est un peu d'inverser le regard sur l'ignorance, en tout cas essayer de la problématiser et voir quel type de conversation on peut avoir sur la PrEP si on prend assez au sérieux cette question de la méconnaissance ou de l'ignorance qui entoure les femmes par rapport à la PrEP, mais aussi par rapport à l'épidémie, ce qui a été abordé dans à peu près toutes les interventions depuis ce matin. Donc pour ceux qui aiment les chiffres, ça vous donne un peu une idée de où on en est en Belgique, qui aime bien se profiler comme un petit pays modèle, un peu à l'instar des Pays-Bas. Et donc vous voyez qu'en termes d'utilisation de la PrEP, les chiffres sont encore plus bas qu'en France. Une des raisons peut être liée au fait que la PrEP est très peu prescrite par les médecins généralistes et n'est pas accessible, ou alors sous des conditions très compliquées, aux personnes rendues illégales, donc sans papier. Donc pour moi, le point de départ de cette recherche, qui remonte à maintenant 5 ans, au départ sur un mi-temps et qui a évolué sur un 3/4 temps, c'est vraiment un questionnement. C'est vraiment un questionnement, je dirais, qui relève d'un paradoxe, qui n'est pas vraiment un paradoxe quand on a travaillé sur des enjeux liés à la race et au genre, qui viennent de mon parcours, de mes années de recherche précédentes. Mais c'est quand même de se dire, tiens, un public qui est considéré, catégorisé comme prioritaire d'un point de vue épidémiologique et dans le discours du secteur SIDA et des chercheurs, un public qui est considéré comme prioritaire est absent d'un dispositif et d'une offre de santé qui est considéré comme global, qui est considéré, ça a été dit, comme une promesse d'éradication de cette épidémie. Donc c'est vraiment ce paradoxe qui est un point de départ. Et le second, c'est de voir que finalement, les sciences humaines et sociales se sont beaucoup mises au service d'un agenda biomédical qui a été pensé quand même souvent sans elles. Tu dis, voilà, les femmes ne sont pas là, elles sont absentes, on va essayer de comprendre pourquoi elles ne sont pas là, pourquoi elles sont absentes, et qu'est-ce qui permettrait de faire qu'elles pourraient être utilisatrices de la PrEP. Et donc jusqu'aujourd'hui, il y a une revue de la littérature qui est sortie cette année, que je n'ai pas citée, de Fitzgerald et al., sur les femmes et la PrEP. Et c'est vraiment frappant, mais il y a un discours de linéarité qui ressort. À la fois, les femmes ne connaissent pas, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit en Europe, qu'on soit même dans les pays dits du Sud, et de la potentialité. Donc il y a vraiment ces deux paradigmes. Elles ne connaissent pas, il faudrait qu'elles connaissent, il faudrait voir ce qu'on pourrait bricoler pour qu'elles l'utilisent. Et donc voilà, cette question de la potentialité qui me semble pouvoir, devoir en tout cas être circonscrit. C'est peut-être pas la seule conversation qu'on peut avoir autour de la PrEP. Et notamment, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut rendre un public ignorant et absent d'un outil présenté comme révolutionnaire. Et est-ce que le fait qu'un public dit prioritaire soit rendu ignorant-absent ne renvoie pas à nos propres ignorances? Donc on a parlé beaucoup d'invisibilisation ce matin. Donc ça va vraiment dans le même sens, mais à partir d'un cadre théorique où, voilà, ça a été dit tout à l'heure par Hippolyte, où l'ignorance est depuis, une vingtaine d'années, peut-être trentaine d'années maintenant, considérée comme un objet social à part entière, c'est-à-dire on ne considère pas que l'ignorance est juste conjoncturelle ou circonstanciée, mais qu'elle peut être le résultat d'une production active, et y compris d'une production épistémique, donc de production de connaissances active. Alors ça ne veut pas dire qu'on est dans un schéma complotiste ou intentionnel, elle peut prendre différentes formes, mais cette ignorance, elle est le résultat de différentes conjonctions, de différents acteurs. Elle touche à des questions d'intérêt pharmaceutique ou à des politiques d'État ou à des choix des chercheurs ou des acteurs. Donc il s'agit de comprendre
comment elle est produite sans préjuger a priori quel serait le résultat d'une intentionnalité ou d'une politique volontaire. Donc c'est pour ça que je vais vous proposer, donc moi mes recherches elles portent sur la PrEP en Belgique, son historique, voilà, j'ai un petit peu présenté, et les liens entre genre, migration et race, et sexualité, à partir d'une recherche qui porte spécifiquement sur les femmes d'ascendance africaine, migrantes ou non. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une réflexion un petit peu plus théorique, un peu plus méta, qui est le fruit d'une discussion avec une collègue, Charlotte Pézeril, dans le cadre d'un article qu'on a soumis aux nouvelles questions féministes, et dans lequel on rentre en discussion avec la littérature sur ce qu'on appelle les études de l'ignorance, et notamment sur une classification proposée par Nancy Tuana dans ses études sur la production de l'ignorance d'un point de vue historique concernant la sexualité des femmes. Et donc elle propose différents types de mécanismes de production d'ignorance avec lesquels on est en discussion pour essayer de voir comment est-ce que ça permet, pas seulement au niveau de la PrEP, mais au niveau vraiment de l'histoire de l'épidémie du VIH et de la place des femmes, de voir tout ce qui se joue en fait et tout ce que peut cristalliser la PrEP. Donc je vais les développer à travers ces 3 points. Donc comment est-ce que les femmes africaines migrantes racisées sont rendues ignorantes de la PrEP, la production biomédicale de l'ignorance des femmes dans l'histoire du VIH-Sida, et les femmes noires comme d'éternelles non-sachantes et leur assignation au statut de témoin et non pas d'expertes militantes. Donc une des propositions de Nancy Tuana, c'est de dire, et en tout cas c'est celle que il nous semble pouvoir s'appliquer en ce qui concerne le fait que les femmes, et notamment les femmes d'ascendance africaine, migrantes ou non, ne connaissent pas la PrEP, ça serait une ignorance consciente qui est entretenue par l'indifférence de savoir, une ignorance volontaire caractérisée par une volonté de ne pas savoir. Et donc ça renvoie d'une part, donc on a parlé aux essais cliniques. Donc on sait que les essais cliniques, alors c'est pas la science infuse, la science n'est pas une vérité absolue qui tombe tout d'un coup, fait l'objet de controverses, de discussions, de choix, d'exclusions, donc ça a été bien explicité. Mais que ces essais cliniques, ils nous produisent des outils, des traitements qui pourraient être autres, mais qui sont ceux-là. Mais aussi, ils transmettent une représentation du public et de son rapport à l'outil. Et notamment, ce dont on a hérité, en tout cas ce dont les professionnels de la prévention et les chercheurs ont hérité, c'est l'idée que les femmes, et notamment les femmes africaines, sont peut-être pas tout à fait éligibles pour la PrEP, en tout cas c'est un peu flou, qu'elles ne sont pas très adhérentes, elles ne sont peut-être pas tout à fait capables de gérer, peut-être pas capables de comprendre, d'articuler ça avec la santé reproductive. Et ce qui ressort très clairement des entretiens que moi j'ai pu faire avec les acteurs de prévention en Belgique. Et donc je vais citer une actrice de prévention que peut-être certains d'entre vous connaissent, Maureen Louinapessi, de CIREAS, plateforme de prévention SIDA, qui se souvient des premières discussions autour de la PrEP, donc qui ont commencé en 2016 en Belgique. Quand on participait aux réunions PrEP au tout début, même la Task Force, donc qui est ce lieu qui a fédéré tous les acteurs associatifs autour de l'action de la PrEP, il n'y avait vraiment qu'une volonté d'une majorité des participants de s'intéresser à ce moment-là à la question des femmes et encore moins des migrants. Ce n'était vraiment pas à l'ordre du jour, c'est venu plus tard, même seulement presque maintenant, je dirais. Les discussions portaient essentiellement sur le même public, qui était plutôt les HSH, et on nous ressassait chaque fois que les recherches qui avaient été faites auprès de quelques femmes aux États-Unis montraient qu'elles n'étaient presque pas capables de prendre ça, d'être adhérentes. C'était énervant. Et donc, il y a tout ce discours sur le fait que c'est pas possible d'en parler, c'est pas juste qu'on n'en parle pas, mais c'est que c'est pas possible d'en parler et d'être entendu. Le deuxième angle, je vais très vite en fait, à chaque fois, mais la deuxième forme d'ignorance qui nous semble devoir être prise en compte, c'est une ignorance ignorée. C'est-à-dire qu'on n'a même pas conscience qu'on est ignorant. Donc c'est tout un système de savoir, de croyance et d'empêcher qui empêche la conceptualisation même de connaissances et donc qui participe à produire de l'ignorance. Et donc là, ça a été dit ce matin, ça a été dans plusieurs communications. Toute cette construction de l'épidémie comme épidémie de signification
et qui est lu à travers ce que Tretschler a appelé un prisme masculin homosexuel. Donc, le sida est une histoire ou des histoires multiples lues de façon surprenante à partir d'un texte qui n'existe pas, le corps de l'homosexuel masculin, donc qui a fait l'objet d'un certain nombre de fantasmes et qui parallèlement renvoie à l'impossibilité de concevoir que les femmes pourraient, en tout cas que le VIH pourrait être transmis par et vers les femmes. Donc ça commence presque au milieu des années 80, le fait de pouvoir le concevoir, et ça va prendre du temps. Et donc les femmes ne sont pas considérées dans l'épidémie, mais il y a des exceptions. Il y a les prostituées et les femmes africaines qui font l'objet d'un certain nombre de fantasmes, qui dans le cas des femmes africaines sont des fantasmes. Un certain nombre de chercheurs et de chercheuses ont montré, je pense à Pourret, à Fassin, à Musso, qu'ils ont une racine coloniale, et donc ce sont des fantasmes racistes, mais aussi qu'il y a une continuité entre les savoirs ou les représentations populaires et les savoirs et les représentations scientifiques. Donc, on a cet activisme féministe dans les années 90 aux États-Unis qui va quand même mettre en cause les essais cliniques, le fait de l'absence, la non prise en compte de questions très spécifiques dans les effets secondaires liés aux femmes. Mais qui ne remettent pas fondamentalement en compte la manière dont les essais cliniques sont pensés et dont surtout les femmes sont pensées comme étant strictement hétérosexuelles, les femmes africaines comme ayant essentiellement une activité sexuelle à visée procréative, évidemment qui ne maîtrisent pas les risques, qui sont survulnérabilisées, qui sont l'objet d'une culture patriarcale qui les victimise en permanence. Puis on évolue un peu à partir du milieu des années 90, tout ce redoublement de la surveillance biomédicale autour de la procréation et des femmes et de leur grossesse, qui va permettre à un moment donné de penser l'utilisation des antirétroviraux de manière préventive et de constater, d'aller vers ce changement de paradigme vers lequel on est aujourd'hui, que la prise d'antirétroviraux de manière préventive diminue le risque d'infection, voire permet qu'il n'advienne pas. Et donc, on a ce nouveau paradigme qui, quand même, est produit, je veux dire, par rapport à une situation spécifique qui est celle des femmes mères, mais qui va mettre près d'une dizaine d'années à être généralisé. Donc, on a la vie suisse, après on a l'essai clinique de 2011, et donc à être généralisé. Et puis on se retrouve maintenant dans ce paradigme de la prévention combinée, de la PrEP, où les femmes sont à nouveau absentes. Et donc, j'ai déjà switché sur la troisième ignorance. Et donc, voilà, il y a cette question de la production biomédicale, de quels sont les savoirs qui comptent, ceux qui ne comptent pas, les tâtonnements, les hésitations, les doutes des médecins, des scientifiques, voire les fantasmes, mais qui ont un statut de savoir neutre, de savoir objectif, mais qui néanmoins transforment, influence la manière dont on comprend les mécanismes de l'épidémie et les choix de recherche qu'on fait. Et puis on a par contre les savoirs qui ont pu être aussi tout à fait fantasmagoriques des publics qui, eux, n'acceptent pas à ce statut de savoir qui compte ou qui serait valable. Et donc ça permet d'arriver à cette troisième, j'ai pas suivi le temps, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais à cette 5 minutes, à cette troisième forme d'ignorance qui est extrêmement forte et qui permettrait d'être resituée de manière plus générale dans le contexte des populations racisées et notamment noires en Belgique comme en France, qui est celle de la construction des identités désavantagées sur un plan épistémique, donc c'est-à-dire sur le plan en tant que sachante. Donc ça renvoie à toute cette discussion autour des injustices épistémiques, ce qu'appelle Fricker, dans le fait que des personnes sont atteintes dans leur capacité à être reconnues comme sachantes. Mais ce n'est pas juste une reconnaissance symbolique. Être reconnue comme sachante, ça a des effets matériels très concrets. Et l'épidémie de VIH-Sida le montre tout particulièrement quand on voit la manière dont les patients ont négocié, ont imposé un statut d'expert patient ou d'expert militant. Et donc, si on revient en Belgique, je sais que c'est différent en France, mais c'est peut-être pas radicalement différent non plus.
on peut observer qu'il y a eu des dynamiques associatives. Donc, alors, deux choses. D'une part, si on revient sur la PrEP, et donc cette idée que de toute façon, il n'y avait pas de besoin qui venait des femmes, il n'y avait pas de besoin qui venait des migrants, alors il faudrait quand même relever que le public en question n'était pas à la table des négociations, ni épistémiques, ni politiques. C'est-à-dire que les lieux, les réseaux au sein desquels se discutent, je pense jusqu'aujourd'hui, les priorités par rapport à l'épidémie, les choix de prévention, pour qui est-ce qu'on fait du lobby, comment on fait du lobby, qu'est-ce qui est prioritaire, ce public-là n'était pas là. Mais ça ne veut pas dire que ce public-là n'est pas capable d'être là, que ce public-là n'a pas produit des expertises, produit des connaissances, ou même politisé des situations individuelles. Et notamment, il y a une série de dynamiques associatives. Il y a même eu un Act Up Bruxelles qui a été créé par des femmes noires, migrantes d'origine congolaise, qui se sont essoufflées par manque notamment de financement et par une bon, il faudrait prendre le temps de discuter, mais par une insertion relativement ambiguë dans le champ associatif et militant de lutte contre le VIH, qui est aujourd'hui reformulé en secteur de promotion de la santé sexuelle. Et donc ça renvoie aussi à des réflexions, je pense à cet article de Rosengarten, sur de quelle histoire du VIH, enfin de l'épidémie, on est aussi en train d'écrire. Parce qu'il y a les groupes minorisés donc, dans les espaces associatifs, en tant que public ayant accès à certains outils ou pas, présentés comme globaux, mais aussi quelle histoire on écrit par rapport, où sont ces groupes périphériques dans les archives de la lutte, et quels effets ça a ou pas de reconnaître certains comme sachants ou non. Et donc là, on est dans les années 2010, un colloque organisé sur discrimination et emploi, et VIH, et où l'une de ces militantes, Judith Bissumbu, dit la discrimination la plus criante, mais aussi la plus subtile peut-être, même inconsciente, qui est difficile à dénoncer, est celle des associations et organismes qui s'occupent du sida. Tout au moins la complicité ou la complaisance devant les inégalités qui privent les associations d'autosupport et les personnes vivant avec le VIH de visibilité, de représentativité, d'une entière reconnaissance qui donne du poids à notre parole et à notre expertise. Des inégalités absurdes et insensées qui nous amènent à payer pour dire à des personnes déjà payées pour nous écouter, pour recueillir nos vécus en déformant parfois nos propos au passage. Nous ressentons une sorte de volonté générale tacite de nous maintenir dans un état de perpétuelle dépendance, d'incapacité. Et donc, pour moi, une des questions autour de la PrEP, quand on voit finalement à quoi est-ce que tous les fils qu'on peut tirer, si on s'intéresse au genre, et là je n'ai pas parlé de la race, mais autour de la PrEP et de ces femmes prioritaires qui sont dans des vulnérabilités, qui sont vulnérabilisées et qui n'utilisent pas la PrEP alors qu'on ne comprend pas pourquoi, et on n'arrête pas de se demander comment, à quelles conditions est-ce qu'elles pourraient l'utiliser, c'est de se demander si... je ne vais pas dire si on ne fait pas fausse route, mais en tout cas, ce discours de la potentialité de la PrEP et qui donne à voir un récit comme ça un peu linéaire, positiviste, d'un décollage qu'on attend, on a 0,8, on a 1, on a 2, on a 3, donc on va y arriver. Est-ce qu'on est en phase, en fait ? Est-ce qu'on est en phase avec vraiment les enjeux que pose la PrEP ? Et est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à se dire que la PrEP, donc, qui aujourd'hui est quand même, qu'on peut considérer comme un dispositif discursif, c'est-à-dire une conversation qui monopolise l'essentiel, enfin en tout cas une très grosse majorité des discussions sur le VIH et l'épidémie. Et donc, qu'est-ce qui se passe si dans ce dispositif discursif, certains sont considérés comme absents, mais parce que pas capables, parce que pas là, on ne sait pas les toucher, c'est des migrants, on sait pas, c'est toujours trop compliqué. Quand d'un autre côté, la PrEP alors, fait l'objet toujours, je pense, d'une pathologie des hommes ayant un rapport sexuel avec d'autres hommes et des personnes trans, mais c'est aussi un dispositif discursif qui permet de parler de sexualité, de plaisir, de care. Et ça, c'est très présent dans un certain nombre de lieux. Et donc le fait que ces femmes soient absentes, est-ce que ça veut dire qu'il y a un espace discursif pour aborder, pour parler de sexualité, de plaisir, de care, ou est-ce que du coup, comme elles ne sont pas dans la PrEP, il n'y a pas non plus d'espace.
d'espace discursif, mais on pourrait dire aussi d'espace matériel, de maisons de santé sexuelle. Par exemple, il y a une maison de santé sexuelle LGBTQI qui est en train de se constituer en ce moment à Bruxelles, mais qui est relativement male-dominated. Donc les femmes, elles ne sont pas là, et donc et c'est pas du tout pensé comme voilà. Il y a ces espaces, on s'occupe de la santé reproductive, qui sont les plannings familiaux, et puis bon, même si les médecins des plannings familiaux ne savent pas ce que c'est la PrEP, c'est pas pensé, voilà, c'est pas pensé. Et donc, voilà, c'est une question, c'est est-ce que la non-utilisation de la PrEP pourrait pas aussi être pensée, si on a toutes ces questions d'ignorance en tête, comme l'absence d'espace discursif au sein duquel le secteur SIDA pour aborder, penser, produire des connaissances, en incluant les personnes concernées, coproduire des connaissances sur la sexualité des femmes africaines noires sous l'angle du plaisir et du care, et du coup des besoins, évidemment. Voilà, je vous remercie. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Lola Lévy, je travaille à Lyon, en région Rhône-Alpes. Merci beaucoup pour les interventions d'avant qui font beaucoup écho à tout ce qu'on vit aussi là-bas. Je suis chargée de projet donc Rhône-Alpes pour l'aller vers numérique. C'est une façon d'aller vers le public, escorte en ligne. Donc plutôt femmes cis et trans, mais aussi été chargée de médiation rue, effectivement cette année, en rapport avec les pouvoirs publics. Et donc, voilà, une certaine gentrification et répression selon les années. Et donc, tout ça a complètement à voir avec notre sujet, puisque l'accès à la sécurité et à la santé sont évidemment reliés. Voilà. Tac. Alors moi, j'aimerais prendre un petit peu cet angle sous des axes de redéfinition du public, bien évidemment, puisqu'on ne va pas partir sur des principes pas connus. Le terrain avance très, très, très rapidement. Voilà, donc qu'en est-il en 2023 ? Qui sont les travailleuses du sexe ? Qui sont ces femmes qui ont besoin ou pas, ont envie ou pas de la PrEP ? Quel est le suivi VIH un petit peu dans la région ? Alors, je n'ai pas fini le bilan, donc je n'ai pas tous les chiffres avec moi, mais on va parler quand même de principes de recherche, en fait, puisque on va parler des clichés, des freins, et de la redéfinition d'un mot qui est quand même super à la mode, qu'on appelle l'empowerment, et ce que je vais appeler, nécessitant un nouveau lexique, le laisser-place et le savoir circulaire. Voilà, puisqu'il faut toujours se justifier de pouvoir participer aux recherches. Donc effectivement, partant d'un aller vers à partir de novembre 2021, on a compris assez rapidement la nécessité de transformer cet aller vers donc numérique. On va chercher comme ça les annonces en ligne, etc., pour prendre contact avec le public, leur proposer des dépistages, leur proposer donc une venue à l'association qui est dite communautaire, c'est-à-dire qu'en fait l'expertise des personnes est reconnue et qu'effectivement derrière tu peux même travailler dans l'association. Donc c'est mon cas. Et donc, en fait, le soin va être une porte vers autre chose. Voilà, souvent violence aussi, mais pas que. Et encore une fois, c'est pas forcément le travail qui amène la violence, mais bien les discriminations. On va voir ça juste après. Donc, on s'est vite rendu compte qu'en fait, ce qui manquait, c'était une permanence téléphonique. Voilà, parce que faire venir des personnes tous les lundis après-midi au local, alors qu'il y a déjà 50 personnes qui attendent, et que rapidement on se retrouve avec un espace qui ressemble plus à la CAF qu'à une association de santé, c'est compliqué pour l'adhésion aux soins. Voilà, on parle d'un public très vulnérable, avec des parcours qui demandent une discrétion
très intensive en fait, et qui du coup est corrélée à la sécurité mentale et physique des personnes. Donc comment faire pour regrouper toutes ces personnes, réussir à garder une certaine complicité, hein, que ce ne soit pas mécanique, et ressortir, nommer les besoins pour trouver des solutions plus simples. Voilà. Donc par exemple l'accès à la PrEP pour voilà, un public à vulnérabilité accrue et qui sont dans les listes, voilà, avec les usagères consommatrices de drogue et selon l'endroit où tu es né. Alors, effectivement, on va commencer par déjà casser un petit peu les clichés pour comprendre un petit peu de qui on parle. Il faut savoir qu'en ligne, donc on va parler de Lyon, il y a plus de 2000 annonces en ligne et que 3/4 de ces annonces sont post-Covid. Voilà. Ce sont des personnes qui n'ont pas connu le travail tarifé avant l'épidémie. C'est vraiment très important parce que là, on parle encore de la frange féminine, en fait, de France, qui, en tout cas, habite la France pendant un certain temps, voilà, et qui a vu passer les gilets jaunes, a vu passer toutes les crises sociales, et puis la pandémie, et puis là, avec la guerre en Ukraine, ça s'est encore accéléré. Voilà. Donc c'est vraiment un reflet aussi de la société. Et ce qui est important, pourquoi il faut absolument avoir ça en tête, c'est que c'est des personnes qui n'ont pas eu accès au savoir communautaire. Et donc l'identification de personnes inspirantes, comme on a pu voir aujourd'hui, séropositives ou pas, ou prenant la PrEP, en fait, l'isolement de ce public-là a brisé le savoir communautaire. Voilà. Et donc là, quelque part, on rejoint un petit peu ce qui a été dit avant, c'est que c'est plus ou moins actif selon les pouvoirs publics aussi. Et ça a des conséquences directes, on va le voir. Donc, qui sont ces nouveaux profils ? On retrouve beaucoup d'infirmières, d'aides-soignantes, de femmes de ménage voilà, dans les EHPAD, beaucoup de soins, beaucoup d'éduxp, assistantes sociales. Voilà, donc un petit peu le travail qu'on dit féminin. Voilà, et effectivement, beaucoup de personnes qui ont des enfants et qui ont commencé le travail du sexe à 45 ans. Voilà, c'est vraiment très important parce qu'effectivement, quand on est travailleur, travailleuse dans le médico-social, on voit quelqu'un d'un certain âge, on se dit, bon, bah, au moins, elle sait ce qu'elle fait, quoi. Voilà, ça fait 20 ans qu'elle fait ça, etc. Autre chose à avoir en tête, c'est que les personnes de 20 ans que vous allez recevoir sont des personnes qui ont eu pour horizon post-Covid, la prostitution, puisque ça fait 2 ans qu'elles ont commencé, on est plus ou moins en 2022-2023. Voilà, donc l'horizon post-Covid a été le néant salarial. Voilà, c'est très important à avoir ça en tête, avec toutes les conséquences aussi familiales qu'on a pu voir, avec par exemple beaucoup de divorces, etc. Il faut ramener de l'argent à la maison. Voilà, très important d'avoir ça en tête. Voilà, donc c'est de ces personnes-là qu'on parle en ligne et avec effectivement la pandémie, etc. Énormément de personnes qui sont passées en ligne mais qui continuent de travailler en rue aussi, puisqu'elles ont dû remanier en fait les conditions de travail et d'activité. Et donc des appartements où il y a plusieurs personnes qui travaillent, donc qui se mettent en danger parce qu'elles sont moins discrètes et qui risquent de finir au poste ou avec des violences. Donc pourquoi on vous dit tout ça ? C'est parce que, au final, on a besoin de comprendre comment ces personnes-là peuvent se protéger et transmettre leur outil de santé. Voilà, parce qu'au final, il y a eu des nouvelles pratiques à risque après la pandémie, en vue de la baisse des demandes, la baisse de clientèle. Donc la paupérisation de la France, en fait, tout simplement, il y a plus de travailleurs du sexe et moins de clients, et plus de négociateurs et plus d'harceleurs et d'agresseurs. Donc, en soi, la fellation n'est plus protégée, en fait, en ligne, alors qu'elle est protégée en rue, post-Covid. Et tout ce savoir de « il ne faut pas se brosser les dents entre 2 clients, etc. n'est pas pris en compte. Donc, augmentation des IST au niveau de la bouche. Les collègues médecins
généralistes qui ne font absolument jamais des dépistages 3 sites. C'est vraiment récurrent, il faut toujours le rappeler. Et toi qui n'oses pas demander à ton généraliste parce que ton mari le connaît. Donc voilà. Donc c'est très important d'avoir ces associations communautaires et ces dépistages-là. Et qu'on puisse toutes remettre le préservatif en même temps. Voilà. Et donc c'est là où en fait on commence à redéfinir l'empowerment. C'est quand en fait les personnes comprennent que ce qu'elles vivent n'est pas exceptionnel. Elles ont baissé les prix, elles ont enlevé le préservatif, etc. Ce n'est pas exceptionnel, c'est conjoncturel, etc. Cependant, ça peut aussi s'inverser. Avant, on n'avait pas besoin des associations pour ça. Avant, les personnes se rassemblaient, se voyaient, arrivaient à donc parler santé et transmettre le savoir communautaire de façon intergénérationnelle. Voilà. Il n'y avait pas le frein de l'isolement économique et de l'isolement du pouvoir public, hein, selon les forces policières du moment et les nécessités de gentrification ou de Coupe du Monde et de Jeux Olympiques, hein, ça joue vraiment beaucoup. Et donc, il n'y avait pas cette montée exponentielle des demandes, en fait, des harceleurs et des négociateurs, qui ne sont donc pas des clients, de retirer le préservatif. Voilà. Or, désormais, la position de victime à laquelle est portée donc la travailleuse du sexe d'un côté et la paupérisation, fait qu'il y a une augmentation d'harceleurs en fait, qui viennent. Et en fait, au bout d'un moment, c'est vraiment très compliqué de refuser ces rapports sans préservatif. Voilà. Donc ça, c'était protégé avant par cette aura communautaire. Tout le monde se connaissait dans la rue. On pouvait dire, écoute, ça peut arriver, mais en fait, on ne recommence pas. Si tu as besoin de 50 €, je te les dépanne. Voilà. Je vais dire ça de façon familière, mais c'était un peu ça. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on a ces freins-là. Or, le personnel médical n'est pas forcément au courant. Voilà, donc c'est toujours encore un truc à dire. Les associations peuvent les former, mais les personnes aussi, au final. On va parler de quelques freins. J'essaie de vous faire un peu une idée générale comme ça pour vous aider à vous situer. Alors, il y a les personnes qui sont en tournée. En tournée, évidemment, qui dit tournée, dit rupture de parcours de soins. Ça, c'est très compliqué en interdépartemental et interrégional. Il faut forcément avoir une domiciliation dans l'espace où tu as pris en fait le premier traitement quand tu as été dépisté positif. Sauf que quand tu retournes au Brésil entre-temps, c'est vraiment complexe. Donc là, encore une fois, il ne faut pas isoler la communauté ou alors être certaine qu'il y ait une association qui soit derrière. La disparition des groupes, en fait, du radar associatif en vue de la répression publique engendre une augmentation des risques de contamination, clairement, puisqu'il n'y a pas l'accès au TPE. Donc là, encore une fois, ce n'est pas le public qui est à risque, en fait, en soi. Au bout de quelques rapports, le TPE, parfois, est nécessaire selon le préservatif. Et par exemple, la dernière fois, on a une réponse... quand on l'a nommé en tant que corps associatif, on a dit attention, là il va falloir prendre en compte qu'en fait il y a une augmentation possible des prises de risques et des contaminations, etc. Et en fait ça a été entendu, parce qu'on parlait de santé publique, non pas dans le sens où les femmes auront besoin d'un traitement et auront besoin en fait de plus d'accompagnement médical, mais bien comme danger public. Donc, santé publique a été égale directement à danger public, et on m'a dit, vraiment, c'était à la mairie, on m'a verbalisé, mince, mais du coup, elle risque de contaminer toute la ville. Voilà. Donc, ça a été vraiment, attends, mais au moins c'est clair, et après on peut discuter. Voilà. On a fait le choix de ne pas faire des trodes le soir, puisqu'après, elle se retrouve toute seule avec des résultats. Donc là, pareil, ça peut être un frein. Quand on se désengage en fait, des associations communautaires ou qu'on isole la communauté qui pourrait elle-même se soigner et passer son savoir circulant, en fait, après, tout devient humain dépendant dans les associations. Et effectivement, si tu peux travailler que jusqu'à 17h pour faire des trodes, voilà, ça désengage aussi certaines choses. Il y a des personnes comme des travailleuses du sexe, je pensais plutôt aux Roms, pour le coup,
qui travaillent en rue, qui ne peuvent pas se permettre d'avoir des plaquettes en fait, de médicaments à la maison, parce qu'elles dorment vraiment à très très nombreuses dans une même chambre, avec beaucoup trop d'enfants qui peuvent mettre plein de trucs dans leur bouche. Et après, effectivement, tu as le syndrome malade. Voilà, tu as une plaquette de médicaments. Donc ça aussi, c'est un frein direct, en tout cas pour le corps associatif. Évidemment, ces femmes-là, sauf les personnes, donc femmes trans, ne sont pas du tout au courant de l'existence de la PrEP pour toutes celles qui ont commencé après le Covid. Ça, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête. Voilà. Surtout les blanches, pour le coup. Vraiment pas éduquées sur la question du tout. Le VIH devient du coup un tabou. Un tabou, on a pu voir des tests Covid, faux tests Covid, mais en fait, c'est des autotests VIH pour savoir si telle personne, effectivement, était séropositive ou pas. Parce que d'un coup, la communauté a eu peur. Voilà, donc il n'y a plus de modèle. Voilà. Tac. Je voulais vous parler un petit peu, justement, de cette capacité, en fait, à rattraper toutes ces failles, qui, comme on l'a vu avant Covid, puis là, avec la guerre en Ukraine, quand même, je vous dis, je n'ai pas les chiffres, mais c'est exponentiel. Quand on parle d'empowerment, qui est un mot super à la mode, on parle avant tout de cette nécessité d'être capable, en fait, de se protéger et de répondre à ses propres besoins une fois que la médiation n'est plus avec nous. Voilà. Donc, une fois que la personne t'a aidé, t'a accompagné, etc., c'est toi-même, en fait, face à la problématique, tu vas devoir, en fait, tenir tête toute seule ou réussir à répondre toute seule, ou effectivement réussir à exprimer clairement tes besoins devant le corps médical. Encore une fois, en 2023, on se retrouve avec pas mal de professionnels qui sont ahuris qu'une escorte qui fait des fellations et des éjaculations faciales ne prenne pas la PrEP. Mais c'est parce que Cocotte, elle n'est pas au courant. Voilà. Donc, voilà, il faut vraiment se mettre ça en tête. Et il y a eu plusieurs cas comme ça de personnes qui... le corps médical qui était, on va dire, habitué aux femmes de rue, hein, qui se protègent énormément, surtout la fellation, qui embrassent même pas, etc. Avec un truc, des communautés qui sont plutôt dans l'escorting, qui proposent du girlfriend. Alors voilà, c'est l'expérience un peu plus, on va dire, relationnelle, un petit peu plus classique, etc. Et qui sont pas, elles n'ont pas l'habitude de parler avec elles. Donc là encore, il ne faut pas hésiter à employer les vrais mots pour casser ces clichés-là. Du coup, un retrait, en fait, clair et net des personnes et le refus de prendre la PrEP. Vraiment, ça a ramené à un échec, en fait, total voilà, de cette prise de PrEP. Et on a vu même plus loin, on a vu des arrêts de XAPA, on a vu des arrêts d'autres structures, justement parce que en fait, tout ça était réuni sous le même chapeau du même service ou hôpital. Et si ça partait en cacahuète, on va dire, avec un des personnels soignants, tout le reste était mis à mal. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans tout ça, il doit me rester combien de temps ? C'est fini ? Voilà, super. C'est que pour conclure, c'est ce qu'on appelle le laisser-place. C'est-à-dire que les personnes, à partir du moment où, en fait, elles sont... on leur donne la parole, hein, on leur permet de se rencontrer, on leur permet d'écrire. Là, on a écrit 7 brochures cette année, parce que les femmes savent écrire. À partir du moment où on demande des besoins directement au terrain, on peut trouver des solutions beaucoup plus simplement. On a fait un premier bilan qui est en ligne. Voilà, le bilan du projet présente, hein, sur le site de la Fédération Parapluie Rouge. 85 pages, si vous voulez lire, sur la notion de laisser-place. Voilà. Et puis, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Hein. Et puis, bon appétit. Merci pour ces 3 interventions qui font beaucoup le pont. Il y a plein de vocabulaire commun autour de ce qui a pu être dit ce matin. Les normes médicales, citoyenneté thérapeutique, j'ai entendu aussi, ignorance, le lien avec l'essentialisation, les stéréotypes de genre et on entend beaucoup là, même par rapport aux médicaments, la passivité, la faiblesse, l'ignorance, comment c'est créé. La création des espaces et des projets au prisme des normes et du coup les espaces de décision, comment ils sont investis. Et on voit que finalement avec
ce que Lola nous raconte, il y a des solutions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi sur cette perpétuation du faire sans dans les décisions en termes de promotion de la santé et de prévention généralement, et comment les savoirs communautaires ils sont vraiment exploités et utilisés, et pourquoi ils ne le sont pas, surtout. On s'interroge. Là d'ailleurs, on peut se poser la question par rapport à ici aussi. Hein. Du coup, je pense que vous avez bien fait le pont entre vos 3 interventions pour montrer où était le problème, où étaient les solutions. Mais peut-être que vous avez aussi dans la salle des échos, des réflexions, des interrogations par rapport à ce que vous pouvez rencontrer dans vos expériences ou dans les pratiques professionnelles aussi. Rajouter des choses sur les freins. Ouais. T'as accès à un micro ? Bonjour, désolée, c'est pas du tout pour un retour d'expérience, mais ça donne envie d'aller lire les travaux de Tsana, mais j'ai recherché là rapidement qui c'était, mais je trouve pas son prénom ou son identité complète. Est-ce que ce serait possible de nous donner la ref de la personne qui a travaillé sur la production de l'ignorance? L'article dont je parlais, il est en cours, il a été soumis à une revue féministe, mais il y a des choses qui peuvent circuler, on peut s'écrire après. En fait, c'est quoi son nom? C'est qui la chercheuse? C'est Nancy Twana. Nancytwana. On n'entend rien. Sinon, il faut venir ici. Ouais. Ou si vous avez un deuxième micro. Cette chercheuse s'appelle Nancy Twana, Nancytwana, et l'article, vous pouvez le trouver en ligne. Rebonjour, je parle beaucoup. Hein. Moi, c'est plus un retour d'expérience sur en fait, la difficulté que je me suis rendu compte à m'investir finalement, parce que pendant très longtemps, j'ai été PVVIH en fait isolé, parce que on me présentait finalement que seules les associations que je connaissais étaient des associations de prévention, et pour moi, c'était pas un lieu où on pouvait aller en étant PVVIH. Et finalement, quand j'ai commencé à m'investir sur les réseaux et que j'ai gagné en visibilité et en impact, je me suis premièrement rendu compte que tout ce que j'ai appris, je l'ai appris de l'expérience des PVVIH à qui j'ai pu parler sur les réseaux. Mais pas tout le monde a la chance d'avoir une visibilité et de parler à 30 personnes séropositives tous les jours depuis maintenant 3 ans. Donc ça m'a en fait tout appris, en sachant que 3 ans auparavant, je ne savais même pas que je pouvais faire des gosses. On a mis 6 ans pour me dire que je n'allais pas mourir. J'ai appris que les surinfections étaient très théoriques le jour où la PrEP a existé. Que je me suis dit, mais attendez, parce que moi on me disait que je pouvais me surinfecter. Enfin, tout était très incohérent, et je me rends compte depuis 3 ans, n'ayant pas de base une culture associative, parce que j'avais jamais milité, jamais été acteur dans une association, du coup on ne connaît pas les cercles, on ne connaît pas le fonctionnement aussi politique qu'il y a derrière. Et en fait je vois la galère que c'est depuis 3 ans, finalement, à me retrouver seul, à avoir une énorme visibilité et du coup de sentir une énorme responsabilité, que ce soit en termes de représentativité et de réponse, parce que je me suis retrouvé à accompagner des personnes qui font des suicides longs, une personne qui m'appelle avec un fusil dans la bouche pour me dire je vais me tirer une balle ce soir, des mamans qui me demandent je vais allaiter, qu'est-ce que je fais, et de dire comment je fais parce que ces gens-là vers qui je les dirige, comment je fais pour avoir les informations. Et je vois l'état dans lequel je suis aujourd'hui, à devoir en fait faire du 24/24, 7/7, à plus dormir, à faire des cauchemars depuis 3 ans, à avoir finalement perdu 15 de mes abonnés qui sont morts, certains assassinés, certains de suicides longs, et de me dire mais finalement elle est où ma place? Parce que je me retrouve aujourd'hui dans une place un peu bizarre, parce que je suis pas vraiment une asso, je suis pas vraiment créateur de contenu, je suis pas vraiment qu'une PVVIH, je suis un peu un outil étrange qui finalement a appris tout ce que j'ai appris seul un peu sur le terrain, en tentant de me démerder, et de me dire mais finalement si pour moi c'est compliqué sur les réseaux sociaux, alors que j'ai la chance d'avoir percé, d'avoir quand même une communauté de 200 000 abonnés, d'avoir une visibilité où je suis la personne séropositive qui je pense a le plus de visibilité sur TikTok, me dire mais si moi finalement je galère à trouver les outils, une personne séropositive qui va commencer à parler et qui n'a pas ma chance et qui va avoir ce que moi j'ai tous les jours, des menaces de mort, des insultes, des suicides, sale PD, celle-ci daïque de merde, on va te retrouver, on va t'égorger, enfin moi c'est mon quotidien depuis 3 ans. Me dire mais comment on fait? Moi j'ai la chance d'avoir une communauté qui me soutient, mais je vois bien que parmi mes abonnés, j'ai eu à peu près 20 tentatives de PVVIH qui m'ont dit c'est génial et je vais le faire. Ils tiennent 2 mois.
Et ils tiennent pas de moi parce qu'ils sont moins forts que moi, hein. Ils tiennent de moi parce que moi j'ai une visibilité et que du coup j'ai 200 000 personnes qui me soutiennent derrière. Ça pose la question de la visibilité des femmes aussi, justement, et de comment il y a besoin d'espaces en non-mixité, y compris dans la prévention et dans la promotion de la santé, avant même que le VIH arrive. Complètement. Rebonjour. Moi, il y a ce qui me pose question là, dans les études que j'ai vues, à l'heure où on a ce problème avec l'AME, pourquoi employer ce terme de racisé? J'avoue que ça me choque un peu parce que, voilà, on essaye d'aller vers du global, lutter tous ensemble. Pourquoi employer ce terme-là? Je ne comprends pas. À l'heure où... Mais non, mais sérieux, je suis née en Afrique, j'ai grandi en Afrique de l'Ouest, donc j'ai aucun problème avec ça. Mais pourquoi mettre ça dans une étude? Le problème de la PrEP chez les femmes, elle est aussi chez les Blanches, les Indonésiens, Voilà, il n'y a pas que... Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais moi, ça me choque un peu. Voilà. Je pense qu'on a bien compris et je ne sais pas si vous voulez répondre ou comment tu veux faire. Ouais. Alors, on emploie le terme racisé en 2023. Elle est où la copine? Ouais. Coucou. Parce qu'effectivement, on part du principe d'oppression systémique et qu'à partir du moment où tu as telle ou telle oppression et qu'elle peut s'engager sur d'autres oppressions, par exemple le fait d'être trans, de ne pas avoir de papier, etc., en fait, tu as un cumul de problématiques qui peuvent de fait être comptabilisées comme freins. Et la couleur de peau, en 2023, on est même de nouveau plus engagé. Voilà, en 2 secondes. Voilà, et moi, ce que je peux ajouter, c'est que je ne parle pas de toutes les femmes, donc je n'ai pas prétention à rendre compte de la pluralité, de l'hétérogénéité, donc j'ai situé le point depuis lequel je parlais. Et il se trouve que parfois, on utilise des termes qui sont un peu homogénéisants, qui donnent l'impression qu'on parle de tout le monde, mais on ne parle pas de tout le monde. Quand on parle d'immigrés, on renvoie toujours les gens à une origine supposée, mais on ne parle pas d'immigrés pour parler des Italiens ou des Polonais, parce que leur blanchité leur permet en fait de devenir, d'être considérés comme des nationaux, alors qu'ils peuvent être moins nationaux que les personnes qui vivent par exemple en Guadeloupe, mais qui vont faire l'expérience dans l'accès au logement, dans l'accès aux soins, dans tout un tas de déterminants qui impactent la santé, d'un traitement différencié. Donc on ne parle pas des races biologiques, mais de la race comme une catégorie d'analyse. Donc il faut vraiment bien faire la différence. Et on parle de rapport de pouvoir. Et donc l'origine ne dit pas tout. Quelqu'un qui, une fois que vous avez enlevé tous les indicateurs liés à la nationalité, l'accès au papier, etc., les personnes peuvent quand même subir un traitement différencié. Et le seul élément qu'il y a, c'est la race, imbriquée avec la sexualité, l'identité sexuelle, le genre, etc. Donc ça, c'est important. Et quand on parle de vieillir avec le VIH, moi, je me pose quand même des questions. Parce que quand on regarde les parcours, si on prend les catégories épidémiologiques des années 80, que ce soit les 4H, et donc les Haïtiens, les migrants, en Belgique, on a parlé quand même de sida zaïrois, jusque les années 85-86. Mais quand aujourd'hui on parle des personnes vieillissant avec le VIH, on ne sait pas où sont ces personnes. Quelqu'un a parlé ce matin des personnes qui ont disparu, donc statistiquement, mais peut-être pas que statistiquement. On ne sait pas. Est-ce que ce sont des personnes qui sont rentrées? Est-ce que ce sont des personnes qui sont décédées? Est-ce que statistiquement, on doit faire l'hypothèse que l'espérance de vie des personnes vivant avec le VIH racisées d'origine et de quelle origine vivent moins longtemps? Ils ne sont pas là. Donc on n'en parle pas. Donc parler de racisé, c'est rappeler que cet élément-là doit faire partie. On ne peut pas tout le temps reproduire des logiques d'invisibilisation. C'est ça.
peux me permettre de rajouter juste une dernière petite précision, c'est que le terme de racisé, c'est un concept qui a été conscience sociale et qui est aussi discuté par des travaux, je pense notamment à ceux d'Éric Fassin, qui propose par exemple de parler non pas de racisation, mais de racialisation, parce que le concept de racisation a parfois tendance à effacer la capacité qu'ont les personnes qui font l'expérience d'un rapport social de race, leur capacité à agir à partir de cette position, et non pas à subir simplement ce rapport-là. Voilà, je pense que c'est important aussi d'avoir cette conception-là de la race. Voilà. Oui, bonjour. Je suis médecin dans l'Orne. Je voulais juste une petite précision. Est-ce que tout le monde m'entend? Ça va? Je sais pas. Allô? Vous m'entendez là? Donc je suis médecin dans l'Orne et je voulais... Est-ce que vous entendez là? C'est bon? Je voulais juste une précision par rapport à la première intervention. J'ai beaucoup apprécié toutes les interventions. Hein. Les trois étaient vraiment superbes. La première intervention, c'est juste par rapport au fait qu'on prescrive selon l'AMM, et je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut revoir un peu ces histoires d'AMM, etc. Mais il faut quand même tenir compte que sur le côté pratique, nous les médecins, on ne tient pas du tout compte ni du sexe, ni de l'âge, ni du genre, ni de quoi que ce soit. Quand on a une demande de PrEP, moi dans mon cas, hein, dès qu'on a une demande de PrEP, on met en place la PrEP dès qu'il y a une indication. Donc on ne tient pas vraiment compte de la même, ce qui est probablement une erreur. Mais c'est comme ça. Deuxième chose, je voulais juste par rapport à la dernière intervention, je voulais juste une petite précision. J'ai le micro-jeu. Vous parliez tout à l'heure des jeunes travailleuses du sexe qui étaient beaucoup moins informés, qui étaient beaucoup moins au courant. Je suis un peu surpris parce que moi, quand je vais dans le grand public, quand je pose la question sur la PrEP, les personnes âgées sont vraiment pas au courant, alors que les jeunes sont extrêmement au courant. Les jeunes. J'ai compris que c'était les femmes de 20 ans qui venaient après le Covid. Toutes les nouvelles TDS après le Covid, y compris celles qui avaient 45 ans. Toutes celles ayant commencé après le Covid. Ouais. 3/4 des annonces donc nouvelles, il y a des arnaques aussi dans le lot, mais en général, qu'elles aient 20 ans ou 45 ans, les femmes ne sont pas au courant de la PrEP, entre autres parce qu'elles ne peuvent pas parler de sexualité en fait avec le médecin traitant, et que le dépistage il est fait rapidement parce qu'elle le demande au médecin traitant, mais elle ne va jamais dire qu'elle a des partenariats multiples. Voilà, donc il y a zéro raison de lui en parler parce que c'est une femme. Tu vois, voilà. Répondre à ces questions relatives à l'AMM, c'est juste pour rappeler que la prescription de la PrEP selon un schéma de prise en continu, c'est une extension d'AMM, puisque le Truvada, qui est maintenant génériqué, ces deux molécules-là, elles étaient auparavant utilisées dans le traitement des personnes qui vivent avec le VIH. Mais la prescription d'utilisation de la PrEP selon un schéma de prise à la demande n'est pas couverte par l'AMM, c'est effectivement à la discrétion des médecins qui la prescrivent. En revanche, il faut bien tenir du compte de l'identité de genre de la personne, du sexe qui lui a été assigné à la naissance pour décider ou non si on peut proposer un schéma de prise à la demande. Je pense que... Voilà, c'est... Et tout comme... on est des êtres humains et forcément on catégorise les personnes à qui on s'adresse. On est vu aussi à travers un prisme. Donc les représentations, on en a toutes et tous, c'est ça qui nous permet de fonctionner. Mais en l'occurrence, il y a des choses qui passent sans forcément qu'on en ait conscience, y compris parce que les normes, elles sont souvent invisibles.